à toutes et à tous. Je vous présente Madame Irina Aubin, coordinatrice des affaires scolaires et périscolaires de la ville de Guise, en charge du dossier sur les perturbateurs endocriniens et notamment de cette action de dépistage. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir en ce lieu, la Halle Marie de Lorraine, qui reçoit pour la première fois un événement d'envergure. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. À vous tous, acteurs locaux, élus, présidents d'associations, parents d'élèves, corps enseignants et corps médical, qui montraient un vif intérêt à cette démarche. Avant de laisser la parole à Monsieur le maire, je souhaite également remercier nos partenaires sans qui cette action n'aurait pas pu voir le jour. Madame Rachel Chauvet, coordinatrice du pôle accompagnement des acteurs du système de soins de la CPAM de l'Aisne, Madame Hélène Vandic, responsable communication de la CPAM de l'Aisne, Monsieur Renaud Verleyen, sous-directeur de l'offre de soins de la santé et du juridique, et Monsieur David Felt, chargé de mission du réseau environnement santé. Monsieur le maire, je vous laisse la parole. Merci Réna. Tout d'abord, je vais commencer par les remerciements. Je pense qu'aujourd'hui, l'organisation, c'est Irina qui a géré du début jusqu'à la fin, avec bien sûr des acteurs qui sont autour de la table et avec vous. Et je pense que c'est vrai que ce n'était pas un petit travail, et c'est vrai que je remercie Irina pour la mise en place de cette journée, qui est très importante, parce qu'on a voulu essayer de médiatiser beaucoup plus fort. On a contacté FIR3, Irina, te sauve pas. On a contacté FR3 tout ça, mais en fin de compte, je trouve ça un peu dommage parce qu'ils savent venir quand il y a des petits trucs qui ne sont pas tellement intéressants pour faire un petit peu de danse, ce que je dis. Ils reviendront au deuxième dépistage. Ah, donc on n'a pas tout perdu. Voilà. J'espère qu'on sera aussi nombreux, mais enfin, je crois que c'est une première, il ne faut pas l'oublier. Je pense que c'est important et c'est quand même un événement médiatique qu'il aurait fallu couvrir un peu plus fort. Mais l'essentiel, c'est que nous, on soit là et qu'on participe. Voilà. Monsieur le professeur Sicolella, président fondateur du réseau environnement santé, monsieur le directeur adjoint de la CPAM, mesdames et messieurs, donc je ne vais pas citer tout le monde parce qu'on oublie toujours quelqu'un dans vos différentes fonctions, et mesdames et messieurs, donc il y a les élus un petit peu de partout, il y en a d'Abbé-de-Guise, il y en a du monde rural, vous mesdames et messieurs, il y a aussi les commerçants, il y a des pharmaciennes, voilà, donc j'arrête de citer parce que je vais oublier. Donc merci de votre présence nombreuse, et puis maintenant, comme le veut le coutume, c'est moi qui fais un petit peu le mot d'accueil. Alors vous avez de la chance aussi, parce que je pense que c'est la première grosse réception qu'on fait dans la Halle Marie de Lorraine aujourd'hui, ce qui permet aussi de montrer un petit peu à tout le monde un petit peu cette Halle Marie de Lorraine qui, je pense, est quelque chose d'assez exceptionnel. Alors j'ai les excuses de monsieur le préfet, de monsieur le sous-préfet, de monsieur le député, de monsieur le président du conseil départemental de l'Aisne que je représente également. Donc je suis particulièrement honoré d'être présent aujourd'hui pour cette opération de dépistage zéro phthalate. Et je tiens tout d'abord à remercier celles et ceux qui ont répondu favorablement. La venue du professeur André Sicolella à Guise, lors de la signature de la charte le 7 novembre 2019, a été le déclencheur de la volonté de la ville de s'intéresser à mesurer les incidences possibles des phtalates sur les habitants, et notamment les enfants, puisqu'il existe 8 maladies infantiles liées à l'exposition aux phtalates. Je pense que vous rattrapez si je me trompe, professeur. Guise est une ville pionnière, et le challenge est notre motivation. Je rappelle d'ailleurs que nous sommes la première commune de l'Aisne à avoir signé cette charte. Aujourd'hui, si la ville de Guise se mobilise sur la sensibilisation de la population aux perturbateurs endocriniens, c'est aussi et surtout parce que son engagement doit désormais être appuyé par des actions concrètes pour atteindre des objectifs et donner une nouvelle impulsion pour avancer vers une éradication complète de ces substances. Les phthalates sont fabriqués en raison de 3 millions de tonnes par an dans le monde. Ils sont principalement utilisés en tant que plastifiant des PVC. Les collectivités locales peuvent concrètement agir par le poids de la commande publique et par la mobilisation des professionnels de santé
et de la petite enfance. Nous avons déjà mis en place des actions et nous continuerons à le faire. L'objectif étant de rendre visible cette population invisible. Je remercie tout particulièrement le professeur pour son investissement dans la lutte contre les FADA et tous les partenaires et acteurs qui contribuent à lutter contre ce fléau. Merci à toutes et à tous. Je laisse la parole à monsieur le sous-directeur de la CPA. Merci monsieur Cochet. Bonjour à toutes et tous. Merci à vous pour votre présence. Je tenais d'abord à remercier M. le maire pour l'organisation de cette matinée, Madame Aubard et bien évidemment son grand professionnalisme pour en tout cas avoir organisé dans tous les détails cette matinée. Le réseau environnement santé est ici présent par M. Sicolela et M. Fels. Les professionnels de santé de la communauté professionnelle territoriale en santé Hauts-de-l'Aisne, représentés par le docteur Delay, vous connaissez certainement, le pharmacien, Madame Manier, de la MSP, et coordinatrice de cette communauté professionnelle. Et enfin, je vais aussi remercier les collaborateurs de l'assurance maladie qui aussi participé à l'organisation de cette matinée et le conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne pour son soutien sur cette organisation. L'assurance maladie, la caisse primaire de l'Aisne, elle est engagée à vos côtés pour vous accompagner dans votre santé tout au long de votre vie. Et il est vrai que vous nous connaissez, on est présent sur, on va dire, ce que vous considérez peut-être des besoins classiques, les soins, les maladies chroniques, vous connaissez peut-être certains dispositifs. Et puis, malheureusement, je dirais dernièrement, le Covid qui nous a tous beaucoup mobilisés, quels que soient les acteurs, qu'ils soient assurance maladie, les collectivités, les professionnels de santé, et vous-même, je dirais, dans la participation, en tout cas, essayer de faire que ce virus soit le plus neutre possible. Mais c'est vrai que cela ne doit pas nous empêcher de regarder plus loin, d'anticiper, et la santé environnementale, en tout cas les conséquences de l'environnement sur notre santé par rapport aux risques environnementaux, ça fait partie des sujets qui sont encore peu connus et qui pourtant nécessitent une attention pour nous, nos enfants et même avant la naissance. En tout cas, je vais aussi citer un slogan que vous connaissez peut-être de l'assurance maladie qui est agir ensemble et protéger chacun. Aujourd'hui, nous avons cette occasion d'agir ensemble. Et dans ce projet local, expérimental, il s'agit bien de la synergie de tous les acteurs pour réfléchir ensemble, œuvrer ensemble, afin que nous puissions prévenir des maladies malheureusement de demain dans un territoire qui souffre déjà de besoins de santé, mais qui parfois aussi des difficultés sociales, mais qui du coup peut-être mérite encore plus de développer, de travailler sur la santé pour nous, de nos assurés, de vos citoyens, vos administrés, pour les patients, les personnels et pour vous. Et justement, ce n'est pas parce que la situation est complexe qu'il ne faut rien faire. Au contraire, le but de l'assurance maladie, comme de tous les intervenants ici, c'est de donner l'égalité des chances à la santé. Et cette matinée, c'est l'une des étapes du projet. Aussi, après la présentation de M. Sicolela, pour que vous ayez une meilleure connaissance du sujet, comme nous-mêmes on a pu le faire il y a presque un peu plus d'un an, effectivement, pour bien comprendre ce qu'est ce sujet, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais nous reviendrons avec la CPIE, la CPTS des Hauts-de-l'Aisne, justement, sur les actions, car on peut agir, mais on peut agir ensemble. Et uniquement ensemble, c'est comme ça qu'on pourra faire avancer le sujet, qu'on pourra développer le sujet. Et quand je dis ensemble, c'est avec vous, avec une prise de conscience dans un premier temps, et puis peut-être par des gestes simples, petit à petit, d'influer sur ce que M. le maire disait, effectivement, sur nos comportements, parler de comportements publics, effectivement, de diverses modalités, mais qui vont tout doucement faire qu'on peut prendre et améliorer la santé. Enfin, ce dépistage, ça sera l'occasion de mettre en avant ce sujet, et je vous remercie pour tous ceux et celles qui vont se faire dépister. Alors le but n'est pas bien entendu de vous affoler, c'est pas le but de la journée, mais bien de vous montrer que ça existe, et qu'on peut et qu'on doit faire quelque chose. Voilà, je vous remercie. Monsieur André Sicolela,
va faire dans quelques instants sa conférence. Alors, M. André Sicurella est chimiste, toxicologue et président du réseau Environnement Santé. Il est entré à l'Institut national de recherche et de sécurité en 1971, où il a notamment organisé un colloque international sur les effets des éthers de glycol utilisés dans les produits ménagers et les médicaments. En 1994, il développe la santé environnementale à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques en tant que conseiller scientifique. Il a été chargé de l'enseignement en santé environnementale à l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris. Il est à l'origine de la création de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement en 2000. Fondateur et président de Sciences citoyennes de 2002 à 2009, il a lancé avec le soutien de diverses ONG l'EURES, dont il est président depuis 2009. L'EURES est à l'origine de l'interdiction du bisphénol A dans les biberons, du perchloroéthylène dans les pressings et de la stratégie nationale perturbateur endocrinien. Monsieur Sicurella. Oui, vous avez résumé quelques décennies de ma vie. Mais avec une idée fixe depuis le départ, c'est-à-dire que moi je suis scientifique et j'ai toujours été frappé du fait que les connaissances scientifiques dont on disposait étaient très peu connues du grand public, très peu connues aussi des élus. Ça c'est un peu plus surprenant. Et donc, vous évoquiez effectivement le colloque organisé sur les éthers agricoles. Les éthers agricoles, tout le monde les a utilisés. C'était des produits à l'eau, produits merveilleux. Des produits à l'eau, mais avec des solvants. Mais ça, on ne le disait pas. Et ces solvants qui permettaient effectivement de nettoyer ces pinceaux sous le robinet, ce sont des substances qui sont aujourd'hui classées extrêmement préoccupantes. Et à l'époque, voilà, c'était la V3000, la peinture la plus utilisée à l'époque, c'était bourré de glycol. Et donc avec des substances effectivement très pratiques, mais avec des impacts sanitaires. Et l'enjeu, quand on a créé le réseau environnement santé, effectivement, il y a 13 ans, en mars 2009, au sein du milieu scientifique, le concept avait été créé en 1991, 2009-1991, et on a fait effectivement des biberons en plastique, très pratique, les biberons en plastique, hein, par rapport au biberon en verre, ça ne casse pas, formidable, sauf que on a fait une matière plastique avec une hormone de synthèse. Ce bisphénol A, on aurait vu, il avait une carrière de médicaments devant lui. En 1936, on s'était une hormone de synthèse, et on le teste pour voir si on va faire un médicament. On va choisir le distilbène, alors le distilbène est plus connu, donc les conséquences n'étaient plus à voir, mais le bisphénol était aussi toxique que le distilbène. Sauf qu'on en fait la matière plastique, voilà, pour contaminer toute la population. Et les phtalates, c'est la même chose, c'est à peu près la même problématique. Une famille de substances, perturbateurs endocriniens, qui ont envahi effectivement notre univers, puisque c'est l'univers des plastiques en fait. Voilà. Donc je vais vous présenter effectivement je vais faire un exposé qui est une base scientifique. L'objectif, c'est pas de préciser à chaque fois le contenu, mais c'est de vous donner effectivement la certitude que ce dont on parle aujourd'hui est un problème extrêmement sérieux, mais qu'on peut agir. Donc quand je fais une conférence, je démarre toujours, je vais vous le redire, je vous fais la conférence optimiste. Ça fait sourire généralement les gens, le premier rang, le deuxième rang, oui, c'est une conférence optimiste parce qu'effectivement, on parle de problèmes sérieux, sinon on ne serait pas là pour en discuter, mais une fois qu'on a compris effectivement ces problèmes, on peut agir. On peut agir et obtenir des résultats relativement rapidement, et je me tourne toujours vers les élus en disant, dans le temps du mandat politique, un élu est quand même très guidé par cette constante période de temps, le mandat politique, on peut faire des choses et voir des résultats de l'action qu'on mène. Donc je suis très heureux de revenir à Guise. Enfin, je sais Guise, quand je suis arrivé, maintenant je dis Guise, hein, j'ai compris. Ça ne fait pas choquer. Bien que j'ai un commun, effectivement, en fait, vous savez, ça va entre nous, je suis originaire de l'Aisne, je suis né à Soissons, donc
quand je suis ici, je suis un peu dans mon pays. Voilà, donc je vais parler de tout ça. Avec effectivement, ce qui est important, l'enjeu de cette campagne, c'est que tout le monde s'approprie effectivement cette question des perturbateurs endocriniens. Ce n'est pas un problème scientifique, ça doit devenir aujourd'hui un problème porté dans l'ensemble de la société parce que ça concerne la vie de chacun. Et vous avez compris effectivement, enfin je pense que vous avez déjà compris si vous êtes ici, que les perturbateurs endocriniens c'est un bouleversement des connaissances scientifiques. C'est un bouleversement des connaissances scientifiques dans la mesure, effectivement, c'est un impact sur la santé de l'enfant, mais c'est un impact sur les descendants, sur les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. C'est vraiment, quand on découvre ça, c'est très surprenant dans un premier temps, mais c'est la réalité. Donc agir aujourd'hui, c'est protéger notre santé, la santé de nos enfants, mais aussi de tous les descendants. Et je fais référence. Ah, alors je vais essayer. C'est comme ça. Je suis un peu difficile. Voilà. Voilà, je fais référence à cette campagne, effectivement, qui a été couronnée de succès, l'interdiction du biberon bicéphale. Couronnée de succès parce que très rapidement, dans l'année qui a suivi, les sénateurs puis les députés ont interdit. Donc la France était le premier pays au monde à prendre cette décision, et puis l'Union européenne a suivi. Alors vous savez en fait quels étaient les fabricants de bicéphale à l'époque? C'était des petites entreprises. C'était Bayer, BASF et Total. Donc quand j'entends dire que les lobbies sont puissants, etc., oui. Mais quand on arrive effectivement à poser le problème clairement, les élus avaient parfaitement compris l'enjeu, à tel point que le deuxième vote au Parlement, ça a été un vote unanime, des députés et des sénateurs, l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires. Vous savez, cette petite pellicule blanche de la boîte de conserve, c'est du bisphénol. Ce n'était pas une bonne idée déjà de faire du biberon. Deuxièmement, ce n'était pas une bonne idée de faire des boîtes de conserve avec du bisphénol. Contamination totale de la population. Cette autre source, mais celle-là était plus facile à éliminer. Donc depuis, c'est étendu à l'ensemble de l'Union européenne, sauf effectivement dans les contenants alimentaires. Mais en 2022, l'Agence européenne diminue la norme en 100 000. Ce qu'on pouvait faire il y a effectivement 2009. Mais donc aujourd'hui, on arrive à une interdiction totale. Et je reviendrai après sur le fait que la Commission européenne d'ailleurs a lancé il y a 2 mois maintenant sa feuille de route sur l'interdiction effectivement de tous ces polluants du quotidien d'ici 2030, dont le bisphénol, dont les phtalates, je reviendrai. Deuxième campagne qu'on a menée avec succès, c'est la campagne sur le perchloroéthylène. Alors, tout le monde a en mémoire une mémoire olfactive, l'odeur des pressings, l'odeur des vêtements qu'on ramène du pressing. Alors dépêchez-vous si vous voulez respirer encore le pressing, parce que c'est la dernière année. On a obtenu en 2012 l'interdiction sur 10 ans, et donc les machines qui étaient neuves à l'époque ont 10 ans d'âge maintenant, et on est en train de les éliminer. Et donc, on a remplacé ce perchloroéthylène, qui est un cancérogène, qui est un perturbateur endocrinien, on l'a remplacé par un procédé à l'eau. Donc vous voyez, ça prouve qu'on peut effectivement, quand on a un problème comme celui-là, on peut effectivement trouver des solutions qui ne sont pas toujours aussi simples d'ailleurs, mais qui nécessitent effectivement de faire un effort, mais on peut trouver des solutions, il n'y a pas de fatalité. Donc les perturbateurs endocriniens, je vais l'évoquer, c'est ce qu'on appelle le changement de paradigme, c'est-à-dire vraiment c'est un bouleversement des connaissances scientifiques, et on était resté en très longtemps sur un principe de base, certains vous disent encore, ah non, la dose fait 3 ans, qui semble de bon sens. Plus c'est concentré, plus c'est toxique. Alors c'est faux. Les perturbateurs endocriniens, c'est faux. On a des effets, c'est la période qui fait 3 ans, c'est la période de sensibilité hormonale, c'est-à-dire la grossesse et la petite enfance principalement, qui sont les périodes sensibles. Et dans la grossesse, c'est le début de la grossesse, c'est pas des périodes qui peuvent être très courtes du point de vue du temps, dans la perspective sur les descendants. Ça va prendre, sur les descendants, donc ça c'est ce qu'on appelle l'effet transgénérationnel. L'autre caractéristique très forte, c'est le fait que les effets peuvent être plus forts de faible dose qu'à forte dose. Et ça va ensemble à l'encontre du bon sens. Mais le bon sens, ça nous trompe. Pourquoi? C'est parce que ce sont ces perturbateurs endocriniens fonctionnent comme des hormones. Les hormones sont régulées de cette façon-là, c'est un événement de cloche. Troisième point important dans ce changement de paradigme, c'est l'effet cocktail. On a des études qui montrent que 0 plus 0 plus 0 égale 100. C'est pas très logique du point de vue
Si on regarde les choses, on ne peut pas gérer par la dose, en fait. Il faut les éliminer à la source et il faut effectivement éviter sur le marché. Quand ils ont été mis sur le marché, il faut les retirer. Quatrième point, c'est la latence de l'exposition à l'effet. Les effets surviennent sur le long terme. On n'a plus de traces directes, mais une trace indirecte. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Alors le mot-clé, on tentait d'expliquer beaucoup de maladies par la génétique. On dit c'est dans les gènes. On cherche beaucoup, on voit beaucoup de maladies purement génétiques en fait. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on a compris ça, si on agit sur l'environnement, on va diminuer une grande partie des maladies qui sont aujourd'hui maladies chroniques qui touchent de plus en plus de populations. J'ai fait une synthèse ici des grandes maladies chroniques qui sont liées à ces perturbateurs endocriniens. Les grandes maladies comme le diabète, l'obésité, le cancer de la prostate, le cancer du sein, l'infertilité. La croissance de l'infertilité fait qu'aujourd'hui, Shana Swan, qui est la grande scientifique qui a mené la synthèse des connaissances sur la baisse de la qualité du sperme dans le monde, a sorti un livre dont le sous-titre est « Nos enfants sont-ils encore fertiles en 2050 ?» On est dans cette période 50 où on arriverait quasiment à zéro. Le problème de la santé de l'enfant, et je vais revenir, l'hyperactivité, ce qu'on appelle le TDAH, l'asthme, l'obésité infantile, la puberté précoce. On a tout un ensemble de pathologies qui augmentent non seulement en France, non seulement dans les pays développés que dans le monde, qui sont liées à ces substances. Et par les reparler des phtalates, on a une synthèse qui parle récemment sur les phtalates, vous retrouvez ces grandes maladies en exposition aux phtalates, on fait une exposition pendant la grossesse, mais aussi une exposition pendant l'enfance, et même aussi pendant la jeunesse. Alors, où on trouve ces perturbateurs endocriniens, c'est ce qu'on appelle une formation nicotinienne en fait. On y trouve des phtalates, on va les trouver, c'est principalement des matières plastiques. C'est un composant des matières plastiques, c'est un sciant, c'est ce qui rend les plastiques souples en fait. Le bisphényol, lui, est utilisé, au contraire, pour durcir les matières plastiques, c'est lui-même composant de matières plastiques. On va trouver les phtalates. Ces phtalates sont, alors, cette peut être vu le film Dark Waters, qui est sorti, on va essayer de sortir au début du Covid. C'est l'histoire d'une contamination. On est au fond d'une usine. C'est très pratique, c'est perforé parce qu'effectivement, c'est utilisé pour analyser les tissus. C'est anti-tache, anti-graisse avec anti-adhésif. On utilise des perfluorés pour faire ce matériau anti-adhésif. Il y a aussi une chose de contamination de la population. Une grande partie, effectivement, des actifs un certain nombre de pesticides, des formaldéhydes, des bisphényles. On a une grande famille, et c'est ces grandes familles qui sont le coordinateur de la Commission européenne qui a décidé de fixer l'objectif de les éliminer d'ici 2030. Donc ça représente un travail considérable. Je constate quand on fait les mesures, c'est une contamination quasi totale de la population à 56%. Et les phtalates, on est quasiment à 100%. Les perfluorés, les pesticides, les PCB, voilà, je ne rentre pas en détail. La spécificité des phtalates et des bisphényles A, c'est que ce sont des substances qui sont éliminées tous les jours. Néanmoins, la contamination est totale. Donc ça veut dire qu'on devrait arriver à zéro. Et on peut y arriver, effectivement, à partir d'une campagne de sensibilisation comme celle-là, à partir du moment où on comprend effectivement les sources. Alors l'objectif, c'est l'objectif de réduire les émissions de la population, a été acté lors de la stratégie nationale de donc c'est une stratégie. On avait demandé cette stratégie en 2012, on a été suivi en 2014, réduire l'exposition de la population, et à la fin de la deuxième phase, on va préparer la troisième phase. Et la manifestation qu'aujourd'hui, on va servir de base. On va montrer effectivement, là, aujourd'hui, on a ça. On a parlé de perturbateurs endocriniens, le terme commence à être connu, mais on va réduire l'exposition avec les méthodes comme celle-ci. Donc la charte que nous avons lancée en 2017, aujourd'hui on peut dire qu'un Français sur deux est dans une collectivité locale qui a signé la charte. Moi je
je tourne un peu assez régulièrement dans la France. Je vais même aller en Belgique. Les Belges vont reprendre la stratégie nationale et la stratégie du territoire, c'est l'Observatoire ukrainien. Elle a fait l'objet de 2 avis du Comité européen des régions, du Parlement européen des régions, pour dire à la Commission européenne, on va des exemples sur la France et la campagne des territoires sans l'Observatoire ukrainien. Effectivement, ce que je disais à M. le maire, c'est-à-dire qu'on effectivement vise et va être vite pionnière, non seulement en Europe, peut-être même dans le monde, d'ailleurs, parce que grand problème s'y avoir encore. L'Europe, 25 avril 2022, lance un plan d'interdiction massive des substances chimiques toxiques. Là, je compris l'article du Monde qui est lié à cette occasion. Élimination des valeurs ce que j'ai évoqué, 4500 quand même. Élimination des retardataires d'enfants, élimination des PVC. Et ça, c'est un changement considérable, parce que le PVC a envahi notre univers, notamment l'univers domestique. Il a envahi, notamment avec ses additifs toxiques comme le chloré, les retardateurs de flamme, les phtalates, les bisphényles. Donc d'ici 2030, on doit effectivement derrière. Pourquoi faire ça? C'est parce qu'effectivement, on a aujourd'hui un dossier extrêmement solide sur l'impact sanitaire de ces substances. Je fais régulièrement la littérature sur le phthalate et santé. On a fait près de 5000 études de phthalate et santé, mais rien que sur le phthalate santé de l'enfant, elle fait plus de 100 études. Je regardais la littérature encore tout à l'heure de venir. En 2022, on a déjà une centaine d'études. Aujourd'hui, la communication scientifique est extrêmement simple, en fait, on peut accéder à ces données scientifiques très rapidement. Et on a ces études toutes dans le même sens, sur quelques exceptions près. On a un constat scientifique extrêmement solide dont il faut tirer les conséquences aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. On a aussi un avis qui a été publié par le Haut Conseil de la santé publique, le Haut Conseil de la famille et de l'enfance, qui dit la santé des enfants en France est un enjeu négligé. C'est quand même un constat, c'est-à-dire qu'on a une tendance à considérer que la mortalité infantile diminue et donc ça peut diminuer. Sauf que la maladie infantile progresse, même la mortalité infantile, quand il a commencé à progresser depuis une dizaine d'années, dans le constat du Conseil de santé publique, il y avait un focus effectivement sur les perturbateurs endocriniens, et notamment, plus spécifiquement, un effet sur le développement cérébral. C'est pour ça que la maladie infantile dont on va parler, c'est principalement celles qui sont liées au développement du cerveau, comme l'hyperactivité, comme le langage. Et j'évoquais effectivement cette publication très récente, en mois de mai, une série effectivement d'études qui montrent qu'en France, la mortalité infantile a progressé depuis une dizaine d'années, et les auteurs de l'article appellent à une action urgente pour comprendre les raisons de cette progression. Donc on fait le choix d'agir sur les phtalates, parce que si on agit sur les phtalates, on agit sur toutes les autres substances perturbateurs endocriniens. Mais on a les moyens de contrôler effectivement l'efficacité de cette action, puisque ces substances sont éliminées tous les jours. Donc, il y a au moins 8 maladies infantiles qui sont liées à l'exposition au phthalate, mais on fait l'obésité, par exemple. Il y a d'autres causes. L'obésité, c'est fait par cette substance. Les théories qui disent que la reproduction, la recherche de parler, les maladies infantiles. En travaillant avec cet esprit vert de l'Inde et de laine, on a regardé effectivement les statistiques. On regarde sur le langage, on regarder l'activité des orthophonistes. Et vous voyez, on compare eau de laine, ici, et château. On a un rapport de 1 à 2. Donc je ne dis pas qu'à Château, il n'y a pas de problème, mais il y a un peu plus de problèmes ici, à Bise. Et donc, problème d'origine environnementale, au sens le plus large du terme, en fait. Même chose sur le TDAH, on ici l'attention à l'hyperactivité, on est quasiment là aussi à rapport de 22. Alors sur l'asthme, c'est un gradient qui est un peu différent. Plus vers l'ouest que vers l'est. Pourquoi il faudrait effectivement s'interroger, mais par exemple, on a une pathologie qui touche à la sur ici. Et on a des causes aussi environnementales qui sont clairement identifiées. Même chose sur la courbe cognitive. On sait 0,1%, 0,3%, mais là aussi, ça n'est pas une hypothèse sympathique, certes, mais on est moins confirmé. On est là dans une certitude. Ce qui engage le cas là, c'est
clairement, plusieurs études de genre sur le sujet. Avec un élément extrêmement important, c'est la différence d'importance, l'incidence de ces contenus de langage selon le milieu social. Ça varie de 3% à 24%. Dans les milieux défavorisés, un enfant sur 4. Et donc, on a cette étude suédoise, l'étude SELVA, qui a fait plusieurs publications, c'est pas une seule publication, montre très clairement que selon la contamination effectivement des femmes enceintes, on va avoir un taux des femmes les plus contaminées vont avoir des enfants dont le taux de langage sera double de celui des enfants dont les femmes étaient les moins contaminées. Les troubles cognitifs, moi je fais aussi cette synthèse ici, une étude, là aussi, mise en cause de cette cas-là, principalement le plus qui est le DEHP. Et une étude récente dans la revue Science, c'est deux grandes revues scientifiques, c'est Science et Nature. Science, pour lire Science, il faut effectivement passer par là de barrage. Cette étude celle-là, toujours la même, montre effectivement un retard de langage de 54% des enfants, mais pour les enfants des femmes les plus exposées, 10% des plus exposés par rapport aux femmes, aux enfants des femmes les moins exposés, le rapport risque de trouble du langage est multiplié par 3. C'est un travail très intéressant montrant les cocktails les phtalates, les bisphénols et les composés mercurés, je rentre pas en détail, mais cette étude est tout à fait remarquable. Elle confirme effectivement ce que l'on avait mis dans les études précédentes. Les troubles du langage sont très clairement liés à cette rupture de temps d'opinion. Sur les TDAH, déficit d'attention et hyperactivité, c'est à la fois l'exposition maternelle. Là aussi, on divise la population en 5 groupes. Les femmes du partie la plus exposée vont avoir des enfants qui sont avec un risque 3 fois plus élevé de déficit d'attention et d'hyperactivité par rapport aux enfants les moins exposés. Mais l'exposition même des garçons et des filles, on a 6 et 18 ans, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse qui rassemble toutes les études existantes. On rassemble 20 études, c'est considérable, pour déboucher sur un chiffre. Lorsque les enfants les plus contaminés ont un risque 3 fois plus élevé de ce TDAH. Une fille 3 fois plus, c'est à peu près la même chose, même si c'est une petite différence, mais c'est très significatif. Sur l'asthme, on a aussi une série d'études, presque une centaine d'études sur l'asthme, phtalates et enfants, donc c'est considérable. On a mis en évidence effectivement un lien entre le sol en PVC et l'asthme. Si cette étude que je vois toute celle-là, en Suède, suivie pendant 10 ans de 3200 enfants, il a eu sur un chiffre, s'il y a un sol en PVC dans la chambre des parents, le taux d'asthme est multiplié par 2. La bonne nouvelle, s'il n'y a pas de sol en PVC, diminuer le risque d'asthme d'un facteur 2. Il n'y a aucun médicament qui nous donne ce type de résultat, c'est très clair. Donc on a un gain de santé considérable là-dedans, d'éliminer effectivement cette source. Pourquoi? Parce qu'effectivement, un sol en PVC, c'est du PVC, mais c'est du phthalate. Pour que le sol soit souple, on va 20 à 40% de phthalate. Le phthalate va passer dans l'atmosphère, on va se volatiliser, il va se redéposer sous forme de poussière. Et c'est la contamination par la poussière qui fait que l'enfant se contamine, notamment le jeune enfant, parce qu'effectivement, il y a un phthalate qui va toucher l'enfant. Mais déjà, cette étude-là montre que c'est la contamination pendant la grossesse qui va impacter la santé de l'enfant. De façon marginale, de façon très significative. Et donc, pendant le cas de santé publique France, Esteban avait donné en évidence que la présence de revêtements de PVC dans l'habitation, ainsi qu'une moindre fréquence d'aération en verre, déterminant de la fabrication à certains phtalates que choisir avec effectivement l'étude, c'est l'importance de cette contamination. Je cite cette étude aussi, il y a les troubles cognitifs, mais il y a aussi les troubles psychomoteurs, une étude sur les enfants de 4 ans. Et là, on a bien très clairement, je trouve, parce que l'exposition, parce que ce fait avec cette contamination. Dans ces cas-là, on les trouve, comme je l'ai déjà précisé, il y a 3 sources principales. C'est principalement les plastiques. Les plastiques utilisent les phtalates. Et là, j'ai repris une publication chinoise
étude comparative entre la ville et la campagne. Et on voit très clairement la différence entre ville et campagne. On voit une explosion effectivement de la présence d'état-là dans l'atmosphère, liée effectivement au plastique, liée au parfum, liée effectivement au sol, au sol PVC. PVC, que choisir en fait une mesure, enfin, il y a un article qui a analysé effectivement des sources, on a effectivement 4000 microgrammes par gramme, c'est énorme, qu'il s'agit de rouleaux de dalle, et notamment présence dans les produits recyclés. Alors ça peut sembler très vertueux, voilà, c'est écologique puisqu'on recycle, mais on recycle aussi les phtalates, donc c'est pas une très bonne idée, et donc tout ça doit effectivement être éliminé. Les phtalates, on a une contamination dans l'environnement intérieur qui a été mesurée. On a une étude française menée par Nicole Déosset, étude en santé publique, qui montre que 30 écoles d'intérêt primaire, dans les contaminants de la poussière, c'est le DEHP, les autres phtalates sont présents, et cette substance DEHP est extrêmement préoccupante aujourd'hui. Et on peut calculer effectivement les expositions. Le chiffre donne une ordre de grandeur à 5 à 5 microgrammes par jour, c'est assez significatif. Et je regardais la littérature récemment, une étude publiée en juin au Brésil sur la contamination par les cheveux. Ça n'a de rien de joli, c'est sympathique le jeu en plastique, mais en Europe c'est interdit, ces substances sont interdites dans les jouets. Des concentrations supérieures à 0,1%, on regarde c'est 1% d'ailleurs. Néanmoins, il y a quand même une première réglementation de ces phtalates. Néanmoins, quand on regarde effectivement la littérature, au Brésil, la contamination est mesurée par un potage dans la salive. C'est alors une relation du jouet à l'enfant. Il y a une relation effectivement issue, ça va mâchonner effectivement ce plastique. Ils ont une contamination qui est d'ordre de 30 microgrammes. C'est une contamination très significative. Et je regardais effectivement l'étude récente en Malaisie. En Malaisie, la documentation, les jouets bon marché de Chine qui sont dans le cas en Malaisie, on peut retrouver ici en France. Parce que je ne suis pas convaincu que tous les jouets qui passent la frontière soient vraiment tous contrôlés par la direction de la consommation. Enfin, c'est vraiment, très clairement. Donc, des jeux d'origine chinoise, qui effectivement ces jouets, ne sont pas forcément respectueux de cette réglementation. Et je regardais la Nouvelle-Zélande, par exemple, la Nouvelle-Zélande, c'est comme l'Europe, vous jouez 65% de moins à la date. On est vraisemblablement dans cette situation en France, donc il faut effectivement bien vérifier, faire attention à lui. La question se pose de la récupération des vieux jouets. Avant 2005, c'était autorisé. Les concentrations, les jeux de dentition par exemple, les jeux de dentition pour l'enfant, c'est 50% de c'est très bon en fait. En principe, ça va contaminer les substances. L'alimentation ultra transformée, c'est la deuxième source de contamination. Pourquoi? C'est parce qu'effectivement, une étude a publié sur le sujet, une américaine, le produit ultra transformé, c'est sandwich, hamburger. Les Américains passent des frites French fries. En France, on a tendance à considérer que les Belges, les Américains, c'est des French fries. Le prix de notamment, une concentration plus élevée de multiples substances chimiques. Mais si on ne pas des produits de même densité énergétique, on peut transformer beaucoup plus faible concentration de THC. 10% d'alimentation ultra augmente de 8% d'autres métabolites que ce THC, donc le principal. La concentration d'effet étant mesurée est beaucoup plus élevée chez les enfants par rapport aux adolescents, par rapport aux contamination d'enfants. Et le calcul que les consommateurs élevés de fast-food sont beaucoup plus contaminés par le phénomène. Autre indication, on a une américaine aussi, dans ces américaines, les hispaniques font toujours des différences entre les blancs, les hispaniques et les afro-américains. Toujours une dimension sociale évidemment dans cette dimension
là, on voit très clairement que les consommateurs et les non-consommateurs, les différences, avec aussi des différences sociales qui sont liées à cette contamination. Les produits de soins personnels, dans la cosmétique et plus largement produits d'hygiène, produits de soins personnels, comme une étude américaine là aussi, qui montrait que plus on utilise le produit, plus la contamination le principal phthalate utilisé dans les cosmétiques augmente. L'utilisation de parfum notamment, si c'est la cosmétique bio dans sa charte, zéro phthalate. Par contre, les autres cosmétiques peuvent contenir des phtalates, notamment le DEP, qui est lui autorisé dans le parfum notamment. J'ai repris ici une étude qui a été publiée par l'équipe saoudienne. J'avais fait une conférence de presse il y a 3 ans sur le sujet, en mettant en cause Chanel numéro 5. Je suis désolé pour ceux qui ont utilisé Chanel numéro 5 jusqu'à l'an passé. Mais à l'époque, les Saoudiens avaient analysé Chanel numéro 5, que j'adore, tous les grands parfums. Et on avance le plus, effectivement, le DEP est autorisé, il était présent, mais ceux qui ne sont pas autorisés pour le DEHP étaient aussi présents. Dans la conférence de presse, j'avais fait focus sur le Chanel numéro 5. Ça m'avait permis d'être invité à France Inter. Donc j'ai rencontré bien Saladin, invité à Saladin, et je repris cette étude-là. Chanel n'a pas réagi. Moi j'espérais qu'il réagirait. Non, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un an, une journaliste me dit c'est intéressant de refaire la mesure. Je me rassure, vous pouvez racheter du Chanel numéro 5, il n'y a plus de phthalate. On a peut-être aussi ailleurs, mais pourquoi on utilise les phtalates dans les parfums? Les parfums, c'est aussi lieu d'humidité, ça augmente, c'est le fixateur de parfum. Pour sentir bon plus longtemps, on met les phtalates. Parce que c'est vraiment utile de mettre les phtalates, sachant que ces phtalates ne restent pas sur. Ils restent en partie sur la peau, ils vont passer à travers la peau. Et donc, effectivement, c'est une forme de contamination à éliminer. Donc on a, c'est un élément important, les produits de soins personnels. Notre étude effectivement a démontré que c'est surtout les produits de soins personnels sans massage, si vous laissez effectivement sur le corps, bien vous avez, c'est logique, pénétration par la peau aussi. On s'est inspiré aussi beaucoup de cette étude qui a été menée en Californie, dernièrement ça, sur 100 jeunes filles hispaniques, c'est-à-dire le dosage urinaire. Donc on a donné effectivement des cosmétiques sans phthalate pendant 3 jours. On a mesuré avant et après. On a une diminution des phtalates de 25%, une diminution des paramètres, une diminution des exposants. C'est une substance qui a été analysée à cette époque. Donc ça montre que assez rapidement, on peut diminuer la contamination de principes en France. Voilà. Donc l'autre synthèse qui monte effectivement principalement, c'est les jeunes enfants qui sont les plus contaminés. Et puis, je termine, comme je le disais, ma conférence est optimiste. Je termine sur effectivement mettre à disposition, c'est possible. Alors, il y a cette étude qui peut sembler un peu petite, mais qui est intéressante. C'est une famille de 5 personnes. Le choix a été fait d'arrêter tout contact avec les objets en plastique. Et là, on a une diminution effectivement de l'ICVA et de phthalate. C'était un cas de changement de diminuer la contamination dans les plastiques. On peut y arriver parce qu'on les repère pratiquement facilement. Particulièrement, on peut les repérer. Dans les sources aussi, il y a des sources qui sont liées au logement, et des sources qui sont liées aussi au sol dans les établissements publics. Et notamment, ça va aussi des students qui travaillent sur ce sujet dans une étude sur les écoles maternelles. On voit très clairement, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais la différence entre le sol en PVC et la contamination est bien nouveau. Il reste effectivement d'autres sources. Le sol est vraiment une source importante de contamination. Donc, notre étude, notre série d'études, c'est principalement dans les Suédois qu'on peut travailler sur le sujet, parce que la ville de Stockholm, on est en relation avec la ville de Stockholm aussi, il y a un programme tout à fait construit, et a montré effectivement qu'on arrivait à la rénovation. Vous voyez, ça c'est une école avant rénovation, et puis ça c'est une école après rénovation. On
on arrive à diminuer de façon considérable la contamination. Donc je dis ça pour les élèves. Donc ce que je dis au départ, vous pouvez agir, vous pouvez avoir des résultats. La preuve, c'est que la défense locale, donc ça doit être possible aussi à Nice, peut-être mieux. Voilà, et je termine sur l'étude elle-même. Voilà. On va mesurer effectivement la contamination par les phtalates, les bracelets ou les cheveux. Les méthodes sont peut-être équivalentes, c'est pas tout à fait équivalent, mais on capte beaucoup mieux, notamment sur les cheveux, on capte nettement moins bien sur les bracelets. Et globalement, ça donne ce type de résultat. Alors ça, c'est le résultat dans une étude qu'on a menée sur le Tarn. On a effectivement une différence très importante entre les personnes. Alors je vous dis ça parce que c'est une photographie. On va mesurer la contamination à un moment. Mais compte tenu du fait que ça fluctue tous les jours, si on le fait dans les jours, le résultat va être différent. C'est bien que l'observation va progresser, sans progresser, on ne change pas tous les jours. Donc là, en même temps, il faut en tirer les conséquences, et en même temps, il faut savoir que ça peut évoluer, que ça doit évoluer, c'est possible. Voilà. Donc je termine sur cet exemple-là. On aura principalement ce type de résultat. On en discutera avec vous. Voilà, mais retenez bien le message. Optimiste. Il y a des choses qui sont clairement identifiées, sur lesquelles on peut agir, et avoir des résultats très rapidement. Voilà, merci. Merci à vous. On va vous laisser une dizaine de minutes pour poser vos questions là. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Merci. Dans l'étude, est-ce que vous demandez à chacun d'exposer sa vie personnelle du coup pour faire une étude bien poussée, ou est-ce que c'est juste les résultats d'un panel? Effectivement, c'est tentant après de faire qu'on a les résultats. On essaie de comprendre pourquoi certaines personnes ici, cette personne-là, va comparer à la personne qui est ici. Ça suppose effectivement un protocole beaucoup plus construit, un suivi aussi sur la longue durée. Et là, ça suppose des moyens. Voilà. Là, c'est plus, vous voyez, l'objectif, c'est un objectif de sensibilisation. De comprendre effectivement l'enjeu. C'est pour ça que j'insiste beaucoup. Je ne vais pas vous citer des milliers d'études, ça va être trop long et un peu fastidieux. Le message, c'est qu'on a compris une grande partie des causes de ces maladies, on peut agir, on peut les prévenir aussi. Et donc, après, c'est important de comprendre pourquoi. Ça va être compliqué parce qu'il y a des variations aussi. Donc, c'est un enjeu de recherche scientifique. Et là, on est dans une démarche plus de sensibilisation. Donc, avec un outil, l'objectif, c'est, vous l'avez très bien dit aussi, rendre visible la pollution invisible. Parce que cette substance, elle est là pour les éliminer. L'organisme humain sait parfaitement s'en débarrasser. Et d'ailleurs, vous savez, les Amish, Emmanuel Macron en a parlé il y a quelques temps. Moi, j'aime bien communiquer avec Emmanuel Macron, nous avons ici, par exemple, sur les Amish. Les Amish, deux fois moins de cancer que nous. Deux fois moins. Et vous verrez tout est élevé sur les Amish. Aux États-Unis, sur différents centres d'Amish. On mesure les phtalates. Et on va les phtalates. Alors, je suis en train de faire du prosélytisme pour les Amish. Voilà, comme discuter, c'est en fait, les Amish, c'est les Alsaciens, d'ailleurs, les Alsaciens, migrés aux États-Unis, comme ils vivent que les Alsaciens du XVIIe siècle. Donc, voilà, le valeur. Évidemment, on ne peut pas trop tirer les conséquences, sauf que c'est possible, effectivement, de vivre dans un environnement sans phtalates et d'avoir des indicateurs sanitaires qui sont en conséquence. Donc, je vais répondre à votre question, ça, c'est effectivement, on enclenche un processus. Ce que j'attends aussi l'impact du campagne de celle-là, c'est qu'on fasse voilà, on
dire, voilà, une demande de la société pour comprendre. Alors, on a une grande idée, en fait. Après, il faut aller plus loin. Là, je prends des cas, on peut parler de performer, des performer, c'est pas une démarche. Donc, c'est quand même un peu compliqué. On commence par un peu facile quelque part, donner envie d'aller plus loin, après, il faudra travailler sur ce sujet. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Alors, juste, voilà, l'idée, c'est effectivement les facteurs environnementaux vont influer sur les phtalates. Ça, c'est effectivement. Alors, pour aujourd'hui, pour répondre aussi peut-être subsidiairement à la question, aujourd'hui, on propose un dépistage. On ne va pas vous demander de nous donner l'information sur votre vie, comment vous fonctionnez, quel est votre rapport au plastique. Voilà, c'est pas le sujet. Vous aurez les résultats individuels qui vous seront propres, qui sont anonymes. Hein. Nous, même côté assurance maladie, on n'en a pas connaissance. Hein. Un secret médical qui se porte dessus. On aura les résultats globaux, je dirais, de l'activité via le laboratoire, mais ça restera de l'étude générale. L'idée, c'est de montrer que ça, on est tous concernés, tous et chacun. C'est surtout ça le sujet du jour. On ne va pas être dans des études scientifiques pures, comme on pourrait l'imaginer. On aurait pu le faire, mais c'est très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. L'idée, c'est qu'on a besoin de votre participation pour montrer que le sujet existe, qu'il faut le prendre en charge, qu'il faut essayer d'avancer sur ce sujet. Et du coup, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, madame? Je vais juste demander, poser une question sur les tétines. Les tétines sont-elles du phthalate? Où peut-on trouver une brochure ou un catalogue de tous les produits comportant du phthalate et facilement consultables dans notre quotidien? En fait, si vous voulez avoir une réponse sur l'ensemble des sources de contamination, c'est extrêmement compliqué. Ce qui vous comprendre, c'est la notion de plastique. Dès que vous avez un plastique, alors ça peut sembler effectivement, parce que le code de recyclage vous donne une idée, mais c'est beaucoup plus compliqué que cette code de recyclage. Dans le plastique. En Europe, 1500 substances utilisées dans la matière plastique à plus de 100 tonnes. C'est considérable. C'est un vrai mélange. Ça a l'air de rien, le plastique. J'ai l'impression que c'est homogène. C'est totalement faux. C'est des dizaines et des dizaines, des centaines de substances qui font effectivement la pureté, la plasticité, etc. Donc, ça n'a pas le sens de donner une piste. Sans substance. Retenez le principe, c'est le transformé, les plastiques et les cosmétiques non plus. Hier, par exemple, je me suis intéressée à ce que j'allais faire ce matin. J'ai pris mes 2-3 bouteilles de flacons de vernis à ongles à la loupe. Je n'ai rien trouvé concernant leur composition. Ça n'existe pas. Alors, il existe. Bon. Juste après, effectivement, pour tout ce qui est question vraiment pratique, hein, et maintenant, comment je fais, il va y avoir une conclusion par Renaud Verlegen qui va vous donner des pistes, mais il existe des outils, des conseils, aussi des outils, des applications, ça existe, qui vous permettent d'identifier la composition des produits, s'il y a des phtalates, s'il n'y en a pas, l'impact que ça peut avoir sur la santé. Il y a aussi des produits qui ne vont pas avoir le même impact en fonction de la tranche d'âge. D'accord? J'ai des applications, et ça on pourra vous donner toutes les listes des applications, qui vont pouvoir vous dire, ben voilà, pour un jeune enfant, tel produit, tel cosmétique peut effectivement comporter un risque s'il est exposé. Par contre, l'exposition pour un adulte n'aura pas d'impact. Donc il y a effectivement des choses qui existent, puisque, comme disait M. Cipollella, c'est pas forcément écrit sur les étiquettes, c'est très difficile en première lecture si on n'est pas averti à savoir, mais il existe des outils. Donc ça, on va pouvoir aussi les mettre à disposition. D'accord, merci. Quelle serait pour vous la liste des 10 gestes à réaliser pour éviter les perturbateurs environnementaux? Dans les 10 gestes, alors, je peux répéter effectivement les 3 sources principales. Une source de niveau des
adultes, je considère que les jouets, notamment, ne s'éparpillent pas. Ça, c'est quand même éviter, effectivement, regarder les jouets chez les enfants. Les gens en plastique, il faut regarder effectivement mais la relation plastique, finalement, on ne peut pas mettre placé dans un compte. Mais c'est plus compliqué, effectivement, si on peut avoir une voiture. Une voiture sans plastique aujourd'hui, c'est comme les amis chez la ça, je pense dans l'immédiat, je ne vois pas très bien comment on peut aujourd'hui avoir une voiture sans plastique. Voilà. Sauf que, évidemment, quand on rentre dans une voiture qui est restée au soleil, on sent bien d'odeur. Alors, ça, c'est l'état. Donc, effectivement, on peut viser à diminuer, supprimer totalement, ça me semble impossible. Et on peut diminuer. Les études que je vais vous montrer, c'est des études qui montrent que si on diminue la contamination, parce que le niveau est plus supérieur au niveau inférieur, on a des gains de santé considérables. On a un facteur 2, un facteur 3. Ça va pas diminuer le risque, on va pas totalement parce qu'elle est fournie sur cette zone. Et on peut avoir des gains assez rapidement, assez importants. L'histoire des sols en PVC, là c'est radical. On rappelle le sol en PVC, alors après il faut gérer ce problème, et ça renvoie effectivement aux institutions, notamment, puisque ce sol en PVC est utilisé dans les salles de classe, il est utilisé effectivement dans les HLM, donc après il faut gérer ce problème. Mais il faut vraiment avoir conscience de l'importance de cette ressource-là. C'est relativement facile, je l'ai dit, c'est plus facile d'éviter un sol en PVC que de remuer des tonnes de terre pour remplir un polluant. Sur les gestes simples, c'est autour de ces trois aspects. L'alimentation ultra transformée, je l'appelle. L'alimentation ultra transformée, c'est ce qu'on appelle en langage plus courant la bouffe. Pourquoi? C'est parce qu'elle effectivement passe, c'est comme le chalet numéro 5 en fait. C'est la même chose. Ça passe à travers des tuyaux en plastique, ça passe dans des récipients en plastique et ça se contamine. Donc j'ai une alimentation le moins transformée possible. C'est une vraie chose. Dans un des conseils que l'on donne aux parents, justement, c'est par rapport de privilégier. Alors avant, je leur disais qu'il faut privilégier les jouets pas récents, finalement. Donc, il faut faire attention à la date. Et en fait, d'aérer aussi, ce que j'avais retenu, effectivement, c'était cette odeur de neuf pour la couverture, et c'est des aérés. Après, on utilise aussi, en fait, beaucoup au niveau local. On oriente aussi beaucoup les familles. Justement, la recycle jouet qui est un réseau, il y a justement la remise en ordre des jouets. La ventilation, c'est effectivement très simple. Ça peut bien sûr. Puisque la contamination, il y avait ça en PVC, c'est une contamination dans les poussières en fait. Donc là, c'est ce qu'on appelle les organismes semi-volatiles, qui sont en mélange dans le sol. Et c'est pas voilà, c'est 30, 20, 40%. Et si vous avez une élévation de température, vous passez de 20 degrés à 30 degrés, par les temps qui courent, la température de 30 degrés, on va de plus en plus atteindre des températures. Quand on est à 40 degrés, on ne pas. Donc là, le talate se volatilise cette température. Et de façon importante, ça a généré des poussières, ça ne doit pas déposer. Et on a mesuré ces poussières dans l'ensemble de l'appartement. Et donc l'enfant, les jeunes enfants sont contaminés par le contact même. Donc on passe l'aspirateur, et on fait régulièrement, peut-être de façon un peu plus régulière. C'est vraiment déjà une première façon de se débarrasser du problème. Pas très compliqué non plus, il faut le savoir. L'aération, effectivement, ça diminue la contamination à cause de ça. Madame qui a une question au milieu. Oui. Je voulais savoir si les produits d'entretien avec les différentes senteurs sont-ils plus toxiques qu'utiles? Oui, parce qu'on a été habitué à l'odeur du propre. Le propre, ça veut rien dire. Un truc qui va pas. J'espère que. Dans les produits de nettoyage, les grandes familles
phénomène. Ça n'est pas forcément ajusté. La difficulté, parce que personne ne va poser la question, et si c'est dangereux, pourquoi c'est pas interdit? On se pose spontanément la question. En fait, oui, on a mis ça sur le marché depuis des décennies, en fait. En gros, c'est dans les années 50-60. Voilà. On est passé dans une production de substances chimiques au niveau mondial de 1 million de tonnes à 600 millions de tonnes aujourd'hui. Donc une bonne moitié sont des plastiques. Donc c'est ça, un développement considérable. On ne s'est pas rendu compte qu'il était associé à l'image de la modernité. Le plastique, c'est moderne. Une grande partie de ces plastiques se retrouvent aussi dans l'océan aujourd'hui. On estime qu'on a autant de plastique dans l'océan que de poissons aujourd'hui. Oui. Pour évoquer aussi cette question-là, il y a vraiment un enjeu de protection de l'environnement, de l'écosystème, qui est lié à cette contamination. Ça nous revient après. Quand on mange du poisson, on mange aussi un peu de plastique. Voilà. Ça ne va pas se faire, cette occulté contaminatoire va se faire très rapidement dans le jus. On trouve des phtalates, notamment, on a mesuré les phtalates chez les fourmis d'Amazonie. Les fourmis d'Amazonie ne vivent pas dans un environnement plastique, mais dans moins les phtalates sont mesurés. Donc ça fait partie effectivement de plus général. Donc tout ça, cette molécule se détruit quand même assez facilement. Je vous propose de passer au point suivant, justement, c'est le et maintenant. Du coup, vous pourrez poser après vos questions après, parce que les présentations qui vont suivre, peut-être, vont déjà apporter quelques réponses à vos questions, parce que c'est vrai que là, on vous a présenté un peu le tableau, si je puis dire. Voilà, ça existe, c'est présent. Maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Oui, effectivement, monsieur Sicolet, ce sont des substances qui disparaissent, donc c'est réversible. Donc là, il y a le et maintenant. Peut-être juste une question du monsieur là, la prendre de la pierre. Oui. Juste une petite question pour l'eau. Qu'est-ce qui est préférable? Celle qui circule dans les tuyaux PVC ou celle qu'on achète en bouteille? J'ai remarqué que cette utilisation en bouteille circule aussi dans la matière plastique. Sauf si effectivement vous avez une bouteille en verre. C'est effectivement la règle, si on manque que ça. Et on a cru que la modernité, c'est de mettre dans des bouteilles en plastique qu'on va retrouver quand même quelque part dans l'endroit de France. Avec un temps de dégradation très bien. Donc, on va avoir cette vision aussi plus globale. Dans les faits, on a une contamination de cocaïne. Et là, si on raisonne dans la couverture d'autonomie en faisant du plastique, on a un problème de fond, c'est la base scientifique sur laquelle on fonde une norme de sciences d'eau actuellement. Vous savez, quand vous recevez effectivement votre reflet de consommation d'eau, on vous donne aussi la contamination. On peut dire, voilà, la norme en matière de pesticides, c'est 0,1 microgramme par litre. Généralement, on est en dessous. Il y a 4% de la ressource en eau au-dessus. Et on se dit, c'est bien, pas de problème. Sauf que cette norme est basée en fait, sur le seuil de détection analytique des années 60. À l'époque, comme c'était le pic de l'instrumentation analytique, quand on voyait le pic, on dit voilà, ce pic était à ce niveau de 0,1 microgramme. Or, on sait que quand on était des grenouilles dans un million à 0,1 microgramme par litre de bacille, notamment, on fait 60% de la formation. Donc, on peut dire on n'est pas des grenouilles, mais quand même, on a repensé effectivement plus là, le fondement de la réglementation aujourd'hui en matière d'eau, c'est un vrai enjeu. Voilà. Donc pour l'instant, je veux dire qu'il n'y a pas de solution totalement acceptable. Je pense qu'on ne peut pas. Ça veut dire pour autant que si on change de regard, il y a des solutions pour l'instant. Pour rentrer en détail, c'est un indicateur biologique notamment, parce que substance par substance, il y a un vrai enjeu aujourd'hui. On peut avoir des contaminations de l'eau qui vont avoir des impacts sur la santé de la population. On a des exemples aussi à ce niveau-là. J'ai évoqué le perchlorésine. On a eu des ressources en eau qui ont été contaminés parce que certains exploitants sont débarrassés de la perchlorésine à l'égout. On a résolu le problème aussi à ce niveau-là, parce qu'on a supprimé le perchlorésine. Voilà, ça fait partie des problèmes dont il faut se soucier. C'est un élément de contamination, à mon avis, ce n'est pas le plus important actuellement. Le problème de la contamination par le perturbateur de pollen. J'insiste beaucoup sur les sols en PVC, vous avez compris le message. Parce que là on est vraiment dans une situation quotidienne avec des impacts
impact sanitaire clairement démontré. Alors, donc effectivement, hein, c'est ce que on va voir ensemble. Il y a en tout cas, c'est réversible. C'est pas inévitable. On peut avancer sur le sujet. Il y a des choses simples qui peuvent être mises en place. On ne pourra peut-être pas tout faire, ça peut être un propos, mais il y a peut-être des choses à faire. On l'a évoqué, hein. L'air intérieur, aérer, éviter les sols en PVC, cuisiner avec des matériaux qui contiennent moins de plastique, des produits d'hygiène. Vous m'entendez tous ou c'est pas limite? Là, vous m'entendez mieux? Donc l'hygiène et la beauté, les jeux et jouets, on l'a évoqué, et tout ce qui est nourriture, donc les aliments non transformés. Finalement, là, par vos questions, on a déjà évoqué ce qui, en tout cas, est faisable de manière simple, parce que l'idée, c'est pas voilà, de changer totalement son habitat, c'est pas toujours possible, mais en tout cas, peut-être par des petites choses, de diminuer cette imprégnation à ces substances. Et puis, pour donner plus, pour aller plus loin, c'est aussi l'idée, c'est vous accompagner dans ces changements, alors par des collectivités, M. Cochet en a parlé tout à l'heure, hein, peut-être dans les équipements, dans les commandes, les acteurs publics et associatifs, on a le CPE qui viendra se présenter juste après, les professionnels de santé qui sont très mobilisés pour votre santé, qui vont porter ce sujet, qui vous donneront les conseils en santé, et puis bien sûr l'assurance maladie qui va développer son accompagnement vers l'ensemble des professionnels de santé, parce qu'il faut que ce sujet soit connu, qui est encore relativement méconnu, qu'on apporte finalement ce que vous disiez tout à l'heure, quelle documentation on peut apporter, en tout cas quelles informations on peut apporter pour que vous puissiez avoir un relais d'information nécessaire pour prendre ce sujet et vous prévenir de ce phénomène. Voilà, donc je vais laisser présenter le docteur Delay. Peut-être que son équipe, je ne sais pas si vous voulez intervenir. Le docteur Delay, pharmacie Delay. Bon, c'est pas mon La présentation va être relativement rapide. Nous, je représente la CPTS des Hauts-de-Laine, qui est en cours de validation du produit de santé. Et donc, une des missions est de travailler sur l'environnement. CPN, RS, professionnels du secteur. Le but d'une CPTS, communauté professionnelle territoriale de santé, c'est de créer une communauté de professionnels de santé qui vont travailler sur un territoire pour la population. Donc là, nous, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore le rappel. Grosso modo, les Hauts-de-Laine, on est sur le secteur de Cuise, les Conclusions, la Capelle, ça reste que des territoires autour de chez nous, et ça va être des acteurs, les professionnels de santé que vous connaissez tous plus ou moins. Vous connaissez tous plus ou moins un professionnel de santé qui fait partie de cette association. Et donc à terme, en fait, on va pouvoir vous aider à, si vous avez des questions, notamment là sur l'environnement, mais il y aura d'autres missions par la suite qu'on vous présentera. Et on sera un des relais de la CPN. Les questions que vous aurez à poser aux plus hautes instances, on sera un relais, un médiateur à ce niveau-là. La présentation. Créer une communauté de soins, en fait, c'est pour organiser la réponse à un besoin sur le territoire. Ce qui est important, c'est qu'on ne travaille pas sur le patient précisément, mais sur les problèmes de population, comme là par exemple avec les problèmes des perturbateurs endocriniens et du calage. On va voir, notamment avec l'étude le prélèvement qu'on va faire, voir s'il y a des problèmes de calage, et donc on va travailler sur la population globale. Ça permettra d'améliorer le niveau des soins, la qualité des soins et la promotion de la santé sur le territoire. Donc le territoire, alors là, le territoire précisément, je vais essayer de vous grossir un petit peu. Donc ça reste une communauté, un territoire centralisé sur le secteur.
il reste relativement large. On a à peu près 40 000, un peu plus de 40 000 habitants sur cette population, 200 professionnels de santé, pas mal de structures de soins, d'exercices de coordonnée. Et donc là, sur la slide, vous aurez nos coordonnées si jamais vous avez des questions à nous poser par la suite, si vous avez et pas que sur les perturbateurs endocriniens, sur tous les problèmes que vous pouvez rencontrer au niveau de votre santé. Je vais laisser la parole à Stéphanie Cormier, coordinatrice, chargée de mission santé et environnement du Centre permanent d'initiative pour l'environnement des Pays de l'Aisne. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Stéphanie Cormier, je suis chargée de vous m'entendez bien aussi. Moi je m'appelle Stéphanie Cormier, je suis chargée de mission au CPIE de Pays de l'Aisne. Donc le sigle c'est Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Donc en fait moi je travaille sur la santé environnementale depuis 10 ans, et avec notamment l'axe pour éviter l'exposition des populations aux perturbateurs endocriniens. Donc CPIE, c'est très vite, on est basé à Merleux et Foucrolles, donc on est entre Lan et Soissons. On est une association, donc on a un site internet, et après je suis présente aussi sur un stand de juste derrière. Et si vous avez des questions sur ce qu'on fait, vous pourrez venir me voir. Donc moi, comme je vous disais, je travaille sur la santé environnement depuis plusieurs années. Et on a notamment une action qui est vraiment en lien avec aujourd'hui, qui s'appelle Santé Environnement, apprendre à faire autrement. Donc en fait, ça correspond à des fiches actions qui sont présentes dans un plan régional santé environnement au niveau des Hauts-de-France pour éviter l'exposition de la population aux perturbateurs endocriniens, aux substances polluantes du quotidien. Donc on est financé par la Réal, une fondation qui s'appelle Léa Nature, et par le conseil départemental de l'Aisne. Donc en fait, on réalise des ateliers pratiques concrets pour expliquer aux gens où est-ce qu'on peut trouver certains polluants du quotidien, que ce soit dans les plastiques, les cosmétiques, les produits numériques, les jouets, dont on a parlé, enfin voilà. Et l'idée, c'est de montrer aux gens où est-ce que ça se trouve, expliquer, et puis surtout donner des conseils pratiques et faire aussi des solutions alternatives. L'idée, c'est que les gens puissent repartir chez eux avec des solutions concrètes pour éviter d'être exposés à ça et du quotidien. Donc c'est sous forme d'ateliers qui durent 2 heures. C'est le CPIE, effectivement, qui déplace partout dans l'Aisne. Il y en a même que je propose aussi à domicile chez les particuliers, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui ont des difficultés diverses et variées. Voilà. Après, ça permet aussi de rassembler différentes personnes sur ces sujets-là. On fait aussi des accompagnements collectivités vers le zéro perturbateur endocrinien. Par exemple, la charte vie et territoire sans perturbateur endocrinien. Ici, on avait accompagné la ville de Louise en 2019. On organise des journées un peu plus techniques sur ces sujets-là, perturbateurs endocriniens. Puis on essaie de diversifier des actions, des approches, pour justement attirer tout un tas de publics différents sur les perturbateurs endocriniens, sur la santé environnementale. Donc ça peut être sous forme de café-débat, ciné-débat, journée d'échange, et aussi écriture de livrets thématiques, pratiques sur la santé environnementale. Je vous en ai ramené quelques-uns sur le stand dernière. Après, ils sont tous téléchargeables sur notre site internet, c'est boulet-l.com. Et j'ai aussi ramené une fiche qui peut vous intéresser. Tout à l'heure, j'ai entendu une question sur les 10 gestes à faire pour éviter de s'exposer aux perturbateurs endocriniens. Il y a une fiche pratique qui est juste sur le stand dernière, où justement il y a 10 conseils qui sont donnés pour éviter de s'exposer à ça au quotidien.
Mais voilà, si vous voyez passer des ateliers santé environnement CPIE, sachez voilà, que ça se transforme bien et vous pourrez voilà, avoir des conseils et des astuces pour justement diminuer votre exposition au quotidien. J'ai travaillé sur la prévention du cancer, je fais des conférences sur ce thème. Et peu à peu, ça m'a amené à travailler sur les perturbateurs endocriniens. Et donc, je représente le réseau environnement santé à Soissons. On essaye de travailler surtout en direction d'enfance, donc des crèches. Il y a une crèche qui est la première de France à avoir signé une charte d'engagement sans perturbateurs endocriniens. Et qui a ouvert une deuxième structure qui est encore plus engagée, qui a encore plus fait des démarches formidables. Qui est vraiment une référence. Il y a des personnes qui ont besoin de conseils pour leur crèche. Et il y en a une autre qui est en train de commencer à entamer toutes ces démarches, mais on sent que c'est un sujet sensible de toute façon qui commence à faire son chemin. J'ai rencontré aussi les directeurs de HLM, de l'OPAL, pour les persuader de changer les sols pour toute nouvelle construction ou une restauration. Donc ça, il faut aussi que ça fasse son chemin. J'essaye de rencontrer des élus, et voilà, tout ça, ça demande du temps. Et puis je vais arrêter, mais André m'a demandé juste de témoigner de difficultés d'institutrices à Soissons, mais je suis persuadée que c'est partout autour de vous, des institutrices qui sont touchées par le nombre d'enfants grandissants avec des troubles cognitifs tellement importants que ça invalide toute la classe. C'est-à-dire que moi je connais plusieurs instituts qui ont fait des graves dépressions, certaines ont abandonné leur métier, certaines demandent un mi-temps, mais comme elles ne l'obtiennent pas, parce que plus ça va, moins il y en a d'instituts. Et donc on ne leur donne pas leur congé à la présence de plus, donc elles s'arrêtent. Donc c'est encore pire. Et c'est vraiment un problème, ces enfants avec des troubles cognitifs. Il y a une institutrice, une amie à moi, qui a une classe déjà très chargée, parce qu'elle en a déjà 26. On lui met 2 enfants autistes moyens et probablement un 3e qui est autiste lourd à la rentrée, ça fait 29 à gérer. Je lui ai demandé, elle n'a pas été formée, elle n'a pas d'RDS. Enfin, c'est un problème de société majeur. J'arrive là, je sais qu'il faut être rapide. Mais on est là pour que ça bouge, que ça change et tout est dans nos mains à tout moment. Merci Madame Chabrol. On va pouvoir commencer le dépistage. Juste vous montrer une dernière petite action et après on va faire le dépistage. Il y a une vidéo que vous avez vue en fait au tout début de l'action simple, information comme produit. De nombreuses substances chimiques entrent chaque jour dans nos maisons. Certaines d'entre elles sont appelées perturbateurs endocriniens et peuvent interférer avec le système hormonal, entraînant potentiellement des problèmes de santé tels que l'asthme, l'obésité, le diabète et certains cancers. Les 1000 premiers jours du bébé de la conception à ses 2 ans, la période de grossesse et d'allaitement sont des périodes déterminantes pour le bébé à naître, la vie qui deviendra et sa descendance. Des gestes simples peuvent être adoptés au quotidien pour limiter l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Dans la salle de bain, limitez le nombre de produits cosmétiques et privilégiez les plus simples, naturels et rinçables, avec une liste courte de composants. Pour bébé, évitez les lingettes jetables, les produits en spray et le parfum qui pourrait inhaler, et choisir de préférence des couches respectueuses de l'environnement. Dans la cuisine, pour limiter les éventuels résidus de pesticides, éplucher et laver les fruits et légumes, et les choisir de saison. Évitez de réchauffer les repas dans des récipients en plastique, la chaleur pouvant permettre la migration de substances dans les aliments. Privilégiez les récipients en verre pour toute la famille. Dans la chambre de bébé, lavez et aérez tous les jouets et peluches avant de les donner à bébé. Suite à l'achat de mobilier neuf, ouvrez le carton, si possible pas dans la chambre du bébé, et le laisser s'aérer plusieurs semaines dans un endroit ventilé. Privilégiez les matériaux de bricolage et de décoration les moins communs, étiquettes A+, les conserver et les utiliser à distance de bébé. Ne pas participer aux travaux de décoration, peinture, papier peint, etc. pendant la grossesse et l'allaitement. Dans le salon, aérez le logement au moins 10 minutes et plusieurs fois par jour, même en hiver, pour renouveler l'air et s'assurer du bon fonctionnement de la ventilation. Limitez le nombre de produits ménagers, privilégiez les produits sains et naturels
TSO Radio, la radio de la Thiérache, Sambre-Loise et au-delà.